Depuis quelques années, la Russie fait son retour à la fois sur la scène internationale, mais aussi donc en Afrique, l'Afrique étant devenue aujourd'hui, je dirais, une terre privilégiée en tout cas dans les coopérations que la Russie engage avec des partenaires extérieurs. Donc voilà, donc ce sommet se situe dans ce cadre-là, dans cette nouvelle coopération que la Russie a engagée avec les pays africains. Coopération marquée essentiellement par des accords sécuritaires. Il faut dire que la Russie a signé ces dernières années en cascade comme ça un certain nombre d'accords de défense et de sécurité avec plusieurs pays africains. Il y a des pays qui sont devenus emblématiques en la matière. Ce sont les pays comme la Centrafrique, le Mali, le Soudan, la Libye évidemment. Et aujourd'hui donc cette coopération est questionnée sur cette je dirais, sur ce sujet, principalement la question sécuritaire, mais cette coopération est aussi questionnée à travers la présence du groupe Wagner dans les pays africains, le groupe Wagner qui a incarné jusqu'à présent dans ces pays que je viens de citer, le Mali, la Centrafrique, le Soudan, la Libye, cette coopération Russie, ce qui en fait quand même une singularité, une particularité. Pour ceux qui attendent beaucoup de ce sommet, eux, ils pourraient être déçus par contre, parce que je veux dire que ce genre de sommet ne fournit pas forcément les réponses aux attentes de ceux qui attendent beaucoup de ces sommets-là. C'est peut-être l'occasion, je veux dire, au cours de ce sommet, de questionner de manière beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus lucide, cette coopération. Quels en sont, au fond, les tenants et aboutissants? Quels sont les termes de cette coopération? Quelles en sont, je dirais, les finalités? Parce que, jusqu'à présent, ce que nous observons, en tout cas, c'est que, je dirais, au-delà des éléments saillants, tels que la présence de Wagner, par exemple, des projets mis en place par la Russie, entre la Russie et certains pays africains, qui portent notamment sur l'exploitation des mines, qui portent sur des intérêts bien compris de la Russie. Cette coopération reste confuse. Il est peut-être temps aujourd'hui que les dirigeants africains, ou les acteurs impliqués en tout cas dans cette coopération russo-africaine, puissent questionner de façon absolument pragmatique cette coopération et aussi puissent, d'une certaine façon, éviter ce que j'appellerais les pièges de l'allégeance. Il ne s'agit pas, je veux dire, de considérer la Russie comme un nouveau parrain des nations africaines ou des populations africaines, mais comme un partenaire à part entière. Or, dans un partenariat, il y a une exigence réciproque que gagne l'Afrique dans cette coopération, qu'apporte la Russie et qu'apporte également l'Afrique. Quels sont les termes, en résumé, de cette coopération-là? Ces termes nous échappent encore pour l'instant. Les populations ne savent pas quelle est exactement la nature du contrat qui lie, par exemple, le gouvernement de transition du Mali ou le gouvernement de Bangui aux éléments de Wagner. Alors, on parle évidemment d'un contrat portant sur la sécurisation des autorités, portant sur la lutte contre les rébellions en Centrafrique, contre les groupes terroristes djihadistes au Mali. Et l'on sait les exactions qui ont été commises par ces groupes, ces éléments de Wagner, qui manifestement ne maîtrisent pas le terrain, le contexte, en tout cas dans lequel ils ont été invités en Afrique, confondant indistinctement des éléments supposés djihadistes avec des populations locales. Peut-être que c'est l'occasion d'interpeller, une fois de plus, ces pays africains pour qu'ils renforcent leur capacité justement à déterminer leurs intérêts, à définir leurs intérêts, à les défendre partout, en tout temps, en tout lieu, devant tous les partenaires possibles, que ce soit la Chine, que ce soit l'Inde, que ce soit le Brésil, que ce soit le Japon, que ce soit la Russie, la France ou l'Europe de manière générale, ou les États-Unis. Ce que l'on attend beaucoup justement des pays africains, depuis l'époque où, il y a 30 ans à peu près, où l'Afrique a commencé à la capacité, je dirais, la possibilité de diversifier ses partenariats extérieurs, la question qui se pose, et cette question-là, je dirais, est toujours adressée
aux pays africains, c'est de déterminer très clairement et de l'énoncer à leur population, surtout en toute clarté, leurs intérêts et d'indiquer comment ils les défendent face à ces partenaires-là. Les discours ne sont plus suffisants, ils sont loin de l'être. Ce qui compte, c'est qu'apporte tel ou tel partenariat au bien-être des populations. En quoi ces partenariats permettent de renforcer le bien-être collectif et de donner aux populations, je dirais, des capacités d'ouverture et aussi des opportunités nouvelles et, justement, et surtout pour les générations montantes, pour les plus jeunes, quoi. C'est la seule chose qui vaille. Tout le reste, évidemment, ce sont des discours.